Salut tout le monde, aujourd'hui on va revenir sur les reveals qui ont eu lieu les dernières semaines en suivant un ordre chronologique. On va pas ou très peu parler du gameplay, mais plus des cartes en elles-mêmes. On va parfois faire un lien avec le lore ou avec l'origine des cartes et on va voir ce qu'on peut envisager ou ce qu'on peut voir pour la suite, quoi. Je pense qu'on va décomposer les reveals en 3 parties, ce qui nous ferait 34 cartes par partie. Et du coup on verra si je fais une autre vidéo pour détailler les nouveaux héros dans un second temps. Mais c'est possible. Donc pour le listing, je vais m'appuyer sur le Discord francophone que j'essaierai de vous mettre en description, qui en fait a un channel dédié qui permet de consulter le listing à tout moment, qui est alimenté méticuleusement par Easy, Feng Shui et Fredo Durian, qui font un sacré taf à ce niveau-là. Donc merci à eux pour ça. Donc comme je l'ai dit, on va prendre les reveals comme ils ont été révélés de façon chronologique. C'est pour ça qu'on va commencer avec Alua. Donc Alua qui est probablement un Léviathan Ray de ce qu'on peut voir sur la carte. De toute façon j'y reviendrai si je fais une vidéo sur les héros. Mais c'est un des 6 Léviathans puisqu'on va avoir dans ce set a priori un Léviathan par faction. Celui-là ça a l'air d'être le Léviathan central du set. Déjà on sait que c'est le plus grand des 6 et qui va bloquer le chemin des expéditions. Donc il va probablement avoir une place importante dans le lore. Et il va a priori finir par se lier avec Sol, qui est un des nouveaux héros. Donc il va passer d'opposant à allié, mais reste à savoir de quelle manière. Donc on va passer à Koi, qui est un Léviathan chez les Lyra cette fois. C'est un Léviathan cétacé, ça c'est à peu près sûr, mais lequel je ne saurais pas dire. Si vous avez des idées, je vous laisse me le dire. En tout cas, il a des couleurs magnifiques et on peut lire sur la carte « Son saut gracieux écarta les nuages, nous dévoilant la voie ». Donc il va probablement aider les explorateurs à trouver leur chemin à travers les nuages peut-être. On verra ça. On a aussi Farfetch 2.0 qui est un robot prototype Axiom, aérien, qui a probablement du coup une première version. Est-ce qu'elle est ratée? On ne sait pas. Farfetch ça se traduit en français littéralement par « aller chercher loin ». Le robot il a l'air d'avoir des pinces pour saisir l'aérolite, mais a priori aussi on a pu lire que ça pourrait servir à faire détonner. Et l'effet du perso concerne un sacrifice de permanent, donc on peut également penser qu'il a dans son attirail de quoi faire exploser les minerais, quoi. En parlant d'aérolite, c'est un minerai qui va être très présent dans le set 4, mais qu'on connaît déjà depuis un bon moment, et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, que je vous mettrai en description du coup. On peut lire sur sa carte une citation de Paju, qui dit « Je suis content d'avoir mis le grappin sur cette nouvelle version ». Paju, on va en reparler, mais ce serait a priori lui du coup qui l'aurait déniché, potentiellement. On a ensuite la harponneuse Bravos, qui est du coup a priori une chasseuse chez Bravos, qui aide Sol à neutraliser Alua. Elle se tient sur un genre de plateforme à propulsion, à voir si on en sait plus tard. Et on peut lire « Sans charge explosive, ces harpons n'entameront même pas le cuir d'Alua ». On va ensuite avoir l'oiseau cuirassé. C'est un animal assez imposant et très résistant. Sur l'illustration, il a l'air de protéger ce qui semble être Alua, dans le fond, et il y a des lances qui s'écrasent sur ses ailes de métal. Ces lances, c'est peut-être lancé par des Bravos, puisqu'on sait qu'ils aiment bien la chasse, et qu'en plus ils sont représentés ici en rouge. Qui plus est, historiquement, Muna a toujours été dans l'entente avec les Léviathans, alors que les Bravos, ils ont toujours été plus dans la chasse et dans la confrontation avec ceux-ci. Donc ça fait sens. Et on peut lire sur la carte, il leva un bouclier de plumes, lances et harpons se fracassèrent contre ses ailes d'acier. Par contre je me demande qui est sur son dos, mais ça semble pas être Arjun à première vue, vu la forme du bâton, donc j'imagine que c'est Kaori. On a eu ensuite le reveal du jeton Do Touffu, ça a l'air d'être un jeton assez central dans le gameplay de Kaori. On peut lire dans le lore de Kaori que c'est un berger, donc c'est pas super étonnant. Mais il s'occupait a priori plus de troupeaux de Glyptoyak que de Touffu, donc à voir. Le Do Touffu, il avait déjà été mentionné brièvement dans le lore de la Grand Place, qui est un permanent du set 3. On pouvait lire à propos de Sigismar, après avoir foiré une intervention, il avait été affecté à la surveillance des troupeaux de Do Touffu. Et la phrase de lore pour le Do Touffu, c'est « La douceur de la laine et le coton de la barbe à papa réunis sur 4 pattes ». On a ensuite Joining Fates qui a été révélé, cependant on n'a pas la carte ni en français ni en fait la carte officiellement, c'est juste la transfuge qu'on a ici, qui est chez Bravos. On pourrait le traduire en français par destin lié, et la phrase qu'on peut lire sur la carte c'est Be united in the Musubi,
ce qui voudrait dire soyez liés par le musubi. Le musubi, c'est quelque chose qu'on connaît déjà assez bien, c'est aussi appelé la cérémonie du lien. C'est un rituel qui permet à deux êtres de se lier par leur essence. Tous les exaltes passent par cette étape pour lier l'altérateur à sa chimère, donc son alter ego. Et ici on voit Kaori qui lie Alua à Sol. Donc si on suit la logique du lore, ça devrait être une carte Muna, parce que déjà qu'on voit Kaori, en plus le musubi c'est une cérémonie effectuée par un vénérable Muna normalement. Mais bon, je vais pas m'attarder sur cette cérémonie, puisque on en reparlera plus en profondeur dans ma série sur le lore d'Alterd, j'imagine. On a ensuite un peu la carte phare du set, puisque c'est l'Odyssée des cieux. Donc c'est déjà le nom du set. Et on peut y voir également une troupière ailée, même plusieurs troupiers ailés, sur lesquels on reviendra. On voit d'énormes sphères de liquide bleu en lévitation également, qu'on verra fréquemment sur les cartes du set 4. Je sais pas ce que ça peut être, c'est pas de l'aérolite, ça peut être du mana condensé ou autre chose. Et on peut lire sur la carte, tel un phare, l'horizon nous appelle. Au fond, on voit un faisceau lumineux et des rochers en lévitation qui tournent autour. C'est peut-être le centre névralgique de ce qui protège Alua ou ce que sont venus chercher les corps expéditionnaires. On verra. On a ensuite la fureur de Sakarabro. Sakarabro, c'est un eidolon déjà connu depuis le set 1, qu'on retrouve ici avec le même effet sensiblement, mais en sort. On peut lire, d'un geste, Sakarabro balaya plusieurs jours de progression. Et en plus, on voit des humains se prendre le sort. Donc, est-ce que quelqu'un l'a invoqué pour empêcher l'expédition d'avancer? Si oui, pourquoi? Est-ce que ce serait Moyo? Vous verrez plus tard pourquoi je pense à Moyo. Et on va passer à la suite avec la Vouivre. Donc c'est la Wyvern en anglais. C'est une carte qui a beaucoup plu visuellement, j'ai l'impression. C'est un dragon qui chasse visiblement des deux touffus. Et c'est confirmé par le texte parce qu'on peut lire la texture cotonneuse et le goût barbe à papa du dos touffu en font la proie préférée des Vouivres. On apprend donc que les dos touffus ont un goût de barbe à papa. Donc est-ce que c'est comme la martingale, c'est un animal qui va être consommé par les Asgarthi? On verra. On a aussi le Parlement des Cendres. Comme pour l'aérolite, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans une de mes vidéos. Donc si vous voulez des détails sur cette salle, je vous invite à regarder la vidéo sur les Bravos que je mettrai également en description. Et globalement, c'est un amphithéâtre qui se trouve dans les profondeurs de Havre, le bastion des Bravos, et où on trouve l'œuf du phénix d'Asgartha ainsi que les cendres des plus grands héros Bravos. C'est un lieu assez emblématique pour les Bravos et c'est d'ailleurs comme ça que la communauté francophone des Bravos a nommé son Discord. Le texte lié à cette carte, c'est « Pour les défunts, un lieu de repos éternel, pour le phénix de Rune, le nid de sa renaissance ». Donc ça correspond pas mal à ce qu'on connaît à son sujet. On va passer à la nymphe des mers. Donc on ne sait pas grand chose sur ces nymphes, mais on en connaît déjà deux, donc on se doute qu'il y en aura une pour chaque biome. Sur celle-là, on peut lire « D'un filet d'eau, elles façonnent des marées tourmentées ». Donc elles ont l'air de manipuler leur élément, ici la mer ou l'eau, et c'est également le cas dans le gameplay. On va en profiter pour présenter la nymphe des montagnes directement du coup, qui est sortie plus récemment elle. On peut lire sur celle-là, d'un simple caillou, elle façonne un joyau rutilant. Pareil, elle a l'air de manipuler la roche pour s'en faire un traîneau, des vêtements et un éventail. On a ensuite eu le reveal de Gavroche. Donc Gavroche, c'est un onéros qui vient du roman Les Misérables de Victor Hugo. C'est un jeune garçon malin et moqueur des rues de Paris qui incarne un symbole de liberté et de révolte. Ça colle assez bien d'ailleurs avec la philosophie de Isari, le nouveau héros, la nouvelle héroïne Axiom, qui elle aussi du coup est une révolutionnaire. On peut lire sur la carte, il remplit son panier et riposte avec des pieds de nez. On peut voir sur l'illustration qu'il remplit un Kaba Ascara qu'on a découvert dans le set précédent avec des fragments d'aérolite, et on peut imaginer qu'il se défend avec ses moqueries. Ensuite on a le rouge-gorge rancunier. Donc mis à part le fait que tout le Discord francophone ait instantanément pensé à Joli Rouge-Gorge, un joueur d'Alterd relativement réputé, on peut lire sur la carte, malgré leur petite taille, les rouges-gorges rhodopéens n'hésitent pas à défendre leur territoire bec et ongles. Les Rhodopes, c'est un massif montagneux des Balkans situé dans le sud-ouest de la Bulgarie. On peut donc situer approximativement où va se dérouler le 7-4 géographiquement. J'avais dit qu'on allait y revenir et donc on va trouver ensuite la troupière élevée. Donc on va retrouver ici Aedith, qui est la troupière du 7-1 et qui cette fois a une paire d'ailes. On peut lire sur la carte, après plusieurs mois d'expédition, Aedith sentit qu'elle était enfin parvenue à déployer ses ailes. Ça confirme donc ce qu'on constate déjà. On peut voir des oiseaux sur l'illustration, alors est-ce que c'est à nouveau des rouges-gorges rhodopéens? Je me demande également ce que c'est le genre de café qu'elle a
qu'elle a dans sa tasse et également dans une espèce de thermos à côté d'elle. Est-ce que c'est un nouveau matos ou est-ce que c'est autre chose? Et on voit à nouveau ces sphères bleutées étranges qui lévitent. On a ensuite la carte Trahison qui a fait beaucoup parler. Et on peut lire sur cette carte « Changer de camp n'est pas toujours une question de choix ». C'est un texte assez énigmatique qui implique une potentielle trahison du coup. Et on voit Moyo dans le fond qui tient entre ses deux mains deux îlots. Et l'un des personnages qui s'y tient change d'îlot. Ce serait donc Moyo potentiellement le responsable de cette trahison. C'est pour ça que je faisais l'hypothèse plutôt que ça pouvait être lui qui avait appelé Sakharabro pour retarder l'expédition. Après c'est qu'une hypothèse. J'ai hâte d'en savoir plus à propos de cette carte et ça laisse la porte ouverte à pas mal de théories. Pour rester chez Izmir, on a ensuite le Léviathan Izmir, donc Alelo, qui est un Léviathan a priori murène ou anguille. En tout cas sur son texte on peut lire « Nous suivîmes son sillage pensant qu'il s'agissait d'un courant magique ». Donc est-ce que c'est les Izmir qui ont suivi son sillage ou est-ce que c'est les corps expéditionnaires dans leur ensemble? On voit sur l'illustration des bateaux volants, est-ce que c'est des bateaux Bravos ou est-ce que c'est juste des embarcations classiques? On verra ça. On a ensuite donc le fameux Paju, pilote axiome. Et on peut lire sur la carte une citation de Trace qui dit « Regarde Paju, arpenter ensemble des ciels inconnus était notre rêve et c'est désormais chose faite. » Paju c'était l'ami de Trace, ils ont toujours partagé le rêve de voler ensemble. Ils étaient passionnés par les aéronefs et c'était vraiment les meilleurs amis depuis leur enfance commune, où ils étaient dans le même orphelinat. Je vais pas détailler toute l'histoire, mais Paju c'est le personnage principal du Lord de Trace. Et il se trouve que lors d'un vol en aérodyme, le Kraken a attaqué leur avion, qui s'est écrasé sur une plage. C'est comme ça que Trace a perdu l'usage de ses jambes et que Paju lui a perdu la vie. Donc c'est trop cool de le voir arriver dans le jeu, parce que c'est un personnage dont on a énormément entendu parler dans le lore, donc j'espère qu'on le verra en jeu, et notamment dans les decks Trace du coup. On va ensuite avoir le sceau Ordis. Alors les sceaux, c'est un peu la nouveauté de ce set 4, c'est un sort qui pour chaque faction a des effets emblématiques de la faction. Le texte de lore lié à ces cartes a l'air de toujours correspondre aux valeurs principales des factions, et donc pour Ordis c'est cohésion et justice. Et l'illustration a l'air de représenter la mise en commun des consciences Ordis qu'on appelle le Gestalt. Si vous voulez en savoir plus sur le Gestalt, je vous invite à nouveau à consulter ma vidéo sur Ordis qui en parle beaucoup plus en profondeur. Pour rester sur les sceaux du coup, on a également eu un reveal du sceau Muna, qui lui a l'air plus de représenter le Skein, donc c'est un réseau de mana que les Muna peuvent naturellement percevoir et qui lie tous les êtres vivants entre eux. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de lore sur les Muna. Et pour les Muna, les valeurs c'est l'harmonie et le partage. On a pu découvrir également le sceau Axiome, qui lui a un genre de chalumeau qui grave le blason de la faction sur une stèle métallique. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que du coup pour lui les valeurs c'est humanisme et progrès. Pour le sceau Lyra, on va voir Nadir sur l'illustration qui semble être transfiguré. Et on peut lire dans le lore qu'il semble pouvoir aspirer le tumulte, ce qui produit quand même des changements d'apparence perpétuels sur lui, mais il revient ensuite à sa forme initiale. On n'en sait pas beaucoup plus et je détaillerai un peu plus Nadir si je fais une vidéo sur les nouveaux héros, mais ça pourrait être cet état qui est illustré ici. Et les valeurs d'Elyra, c'est ici la création et la transformation. On a ensuite le sceau Izmir, donc pour les Izmir on voit simplement un grimoire avec des effluves de sortilèges qui le surplombent. Et les valeurs c'est secret et sacrifice. J'en connais qui auraient également aimé qu'il soit question de sacrifice dans les effets de la carte, mais il n'en est rien. Et pour le sceau Bravos, on attend encore le reveal à l'heure actuelle. On va passer donc à Yana, agent du Korgan. Yana c'est une clergesse de l'Ordis et forcément c'est une membre du Korgan également. Le Korgan c'est une cellule Izmir spécialisée dans la traque et l'élimination des ennemis de la nation. C'est un genre de groupe secret qui s'infiltre dans les hautes sphères et qui agit dans l'ombre pour protéger Asgartha des conspirations. C'est une organisation vachement importante dans le lore, mais j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail dans une future vidéo dédiée à ce sujet, parce que là on va juste survoler les cartes. On peut lire sur sa carte « Les espions du Korgan infiltrent les factions et dérobent leurs secrets ». Yana c'était également la responsable de la matérialisation de l'éidolon Ariane pendant l'exploration de la Cité des Sages, donc pour le 7-3. Donc grâce à Ariane, Yana pouvait surveiller toutes les expéditions. Puisqu'on parle du Korgan, autant enchaîner sur Sua, qui est l'autre membre du Korgan sur ce set.
Et son texte c'est « En acceptant l'offre du Korgan, Sua vit jusqu'où allait le terrier du lapin ». Sua, c'est une initiée Izmir qui a enquêté sur la destruction suspecte du Kraken. Elle finit par deviner qu'il s'agissait uniquement d'un eidolon, et Wanjiru l'invite donc à rejoindre le Korgan. Wanjiru, c'est le fondateur du Korgan. Peut-être qu'on le verra un jour sur nos cartes, en tout cas c'est pas le cas pour le moment. Et donc Sua rejoint le Korgan par son intermédiaire en 392 AC, et elle entame en même temps une romance avec Yana qu'on a vu précédemment. On a ensuite Daikokuten, c'est le dieu de la richesse et de la prospérité selon les traditions japonaises. Ici, il est illustré avec son maillet magique qui est censé exaucer les vœux et qu'on appelle le Uchide no Kozuchi. Dans le folklore japonais, quand Daikokuten frappe avec, il peut faire apparaître des richesses ou de la nourriture. Sur son texte, on peut lire « Celui qui refuse de risques certains ne rapportera pas de butin ». Comme le personnage est chez Lyra, évidemment on a un effet un peu high risk, high reward en le jouant. Donc son texte fait également sens, quoi. Ensuite on a Eru, émissaire de la nature, et on peut lire « Entouré de ses amis, mon professeur ne s'est jamais senti seul, même s'il vivait en ermite », qui est une citation de Kaori. Ça confirme ce qu'on apprend dans l'or de Kaori, puisque lorsque Kaori a voulu partir dans la région de Kirigai pour devenir un Muna, ses parents ne pouvant pas se passer de lui à la ferme, ont préféré demander à Eru, l'altérateur de leur village, de faire l'éducation de Kaori 3 fois par semaine. On trouve ensuite chez Ordis le bonnet bleu, ou le blue cap en anglais. Et on peut lire sur son texte « Pour éviter les coups durs, investissez dans la pierre ». On voit que ce petit bureaucrate compte d'une façon ou d'une autre l'aérolite avec son boulier. Et un bonnet bleu, c'est une fée qui apparaît sous la forme de petites flammes bleues dans le folklore anglais. Selon les légendes, si les mineurs le traitent avec respect, le bonnet bleu peut les mener à des filons de minerais. On a découvert également le dodo dormeur et on peut lire sur sa carte « Après tous ces efforts, il est bien temps de faire dodo ». J'ai pas grand chose à dire sur celui-là, mis à part le fait que j'aime autant son nom que son illustration. On retrouve ensuite la carrière d'Aérolite, donc évidemment chez les Axiomes. Et on peut lire la citation de Isari qui dit « Il a fallu déployer des trésors d'ingéniosité pour miner même à des kilomètres d'altitude ». Évidemment, je pense que dans les récits Axiomes, l'extraction de l'aérolite, ça va être un sujet majeur. Et on en a un exemple ici. Toujours chez les Axiomes, on a Méduse, qui est aussi appelée souvent Médusa. C'est une des 3 gorgognes de la mythologie grecque. C'est probablement la plus connue, puisqu'il y a pas mal de récits et d'œuvres qui s'en sont inspirés. Elle est souvent représentée avec une chevelure faite de serpent. Ici, elle transforme visiblement les hommes en minerais d'aérolite plutôt qu'en pierre. Et on peut lire sur son texte « Ils ont fait d'elle un monstre pour s'être défendue ». Alors dans la mythologie grecque, Méduse c'était de base une belle femme qui a été abusée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Et Athéna, pour la punir, elle a fait d'elle un monstre dont le regard transforme les hommes en pierre pour qu'ils soient plus attirés par elle. Donc c'est peut-être de cette injustice que vient le texte de la carte, mais c'est qu'une hypothèse, à voir quand l'or de la carte sortira. Ensuite, on a la tortue chez Izmir. On peut lire sur sa carte « Je te cède la place volontiers, je vais pas en faire des salades ». Et son effet, c'est de récupérer le jeton premier joueur, donc il y a peut-être un lien. Ou alors c'est en rapport avec la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. D'ailleurs, sur les illustrations rares et uniques, on voit probablement cette fable qui est illustrée, puisqu'on voit le lièvre sprinter sur le chemin. Je serais pas surpris de voir le lièvre chez Bravos, étant donné que la mécanique du set c'est de foncer, et que Izmir c'est plutôt la faction du après, historiquement, et même avec cette carte. Et pour finir avec ces reveals, on a le champignon collant. Donc après les champignons éternueurs et exténueurs chez Muna, on découvre ici, chez Lyra, le champignon collant. Et son texte c'est « Appuyer sur le champignon, c'est plus difficile quand il colle au basque ». Je sais pas si c'est un format qui plaira, en tout cas moi ça m'a plu de le faire. Si j'ai pu apporter des informations utiles sur quelques cartes, c'est déjà très bien. Je pense que je ferai une partie 2 et une partie 3 du coup de ces reveals. Et potentiellement une vidéo aussi sur les nouveaux héros, puisqu'on a pas mal de contenu maintenant sur ceci. Donc on se dit à une prochaine pour une vidéo sur le lore ou sur autre chose.